profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les mèches de ma frange, emmêlées en touffe informe, collaient à la petite partie de mon front qui n'était pas couverte par le bandeau me cachant les yeux. La sueur, la poussière et la crasse s'accumulaient aussi depuis le mois et demi où je vivais dans ce putain de trou insalubre. Je me suis relevé de là où j'étais agenouillé pour éviter d'avoir des crampes aux cuisses et me suis mis à légèrement chanceler, ma tête se mettant à tourner à cause du mouvement brusque et du sang qui remontait brusquement. S'ils ne nous donnent pas bientôt à manger, je ne pense pas pouvoir survivre au prochain voyage. Mes genoux ont fait un petit craquement lorsque je me suis à nouveau assis. À travers la porte en bois grinçante, je pouvais entendre des cris parmi des sons stridents en rythme. Qu'est-ce que c'était aujourd'hui ? Un manche à balai ? Une batte de cricket ? Quoi que ça puisse être, ça sonnait comme un instrument léger. Je me suis toujours dit qu'il était étrange que ce soit les choses les plus légères qui faisaient le plus mal quand on vous frappait avec. Les bruits de frappement persistaient. J'ai entendu quelques mots étouffés, échangés avec colère. Il y a eu des bruits de frottement, un craquement, puis le son de pieds qu'on traînait au sol. La porte s'est ouverte avec fracas, et j'ai entendu un bruit sourd sur le sol au milieu de la pièce, là où ils avaient jeté Mitch. Les gardes ont échangé quelques mots en arabe, puis j'ai senti qu'on arrachait mon bandeau. La lumière m'aveuglait même dans cette hutte obscure. Ils m'ont brutalement relevé, tandis que je voyais les contours de la pièce se préciser. Ce visage devant moi ne m'était pas familier. Celui-là était nouveau. Il se tenait devant moi, habillé avec des vêtements propres, la barbe bien taillée et pointue. Nous avons soutenu nos regards pendant un moment, puis il a souri, dévoilant quelques dents manquantes. « Nous allons garder le meilleur pour toi », a-t-il dit avec un fort accent arabe. Ensuite, ils m'ont emmené dans l'autre pièce. J'ai entendu la porte se claquer derrière moi, puis ils m'ont jeté au milieu. Je me suis retourné afin de jeter un coup d'œil aux environs. Le traducteur me fixait depuis le coin de la pièce, visiblement frustré. Les deux qui m'avaient jeté et le nouveau restaient près de la porte, me dévisageant simplement. Le nouveau a formulé quelques mots en arabe, langue avec laquelle je commençais maintenant à me familiariser. Puis ils se sont avancés, ont mis chacun une main sous mes épaules et m'ont installé sur une chaise. Le premier m'a contourné et a stabilisé la chaise. L'autre faisait lentement les 100 pas devant moi. Ce rituel. J'ai été désormais bien habitué à tout ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ne détournant pas le regard un seul instant. Il avait l'air particulièrement énervé aujourd'hui. Le nouveau a crié un bref mot en arabe, qui aurait tout aussi bien pu être le son d'une cloche sur un ring de boxe, et le garde énervé s'est exécuté aussitôt. Il m'a porté 2 puissants coups dans le ventre qui m'ont plié en deux, le souffle coupé. Comment les Américains prévoient-ils de prendre la ville ? Quand vont-ils attaquer ? A demandé le traducteur. J'ai répondu par un silence de cathédrale. Une explosion a retenti dans la partie gauche de ma tête. On venait de me frapper sur l'oreille, paume ouverte. Le sifflement dans ma tête s'est déclenché instantanément. Quelle planque ont-ils découverte ? Où pensent-ils que nous nous cachons ? Toujours le silence. Puis un coup fort sur ma cage thoracique, suivi d'un autre coup rapide sur la tempe qui a brouillé ma vision. Ça a continué comme ça pendant quelques minutes. L'interrogatoire incessant, répétitif, le passage à tabac, les halètements et ma lutte pour rester conscient. Pourtant, sans que je puisse me l'expliquer, le nouvel arrivant m'inquiétait toujours. Lorsque l'homme énervé a été à bout de souffle, j'ai entendu quelques mots en arabe venant du coin de la pièce. Ma tête pendait inerte sur mon ventre avec des va-et-vient incontrôlables. La porte s'est ouverte. Bien, c'était enfin terminé. Mais c'est alors que j'ai entendu des bruits de pas derrière ma chaise. Celui qui me retenait en place s'est dirigé vers l'autre pièce. Sans son appui pour me maintenir, je me suis effondré sur le sol,
luttant pour arriver à respirer. J'ai ouvert mes yeux juste au moment où ils ont traîné Danny de force à l'intérieur de cette salle. Ils ont délié ses mains et l'ont amené sur un fauteuil où le traducteur s'asseyait habituellement. Puis, ils ont à nouveau lié ses mains et chevilles aux bras et aux pieds du fauteuil. Lorsqu'ils ont terminé, ils se sont dirigés vers la salle des gardiens, qui était hors de portée pour voir ce qu'ils trafiquaient. Je regardais Danny, qui examinait les lieux, les personnes à l'intérieur de la salle. Puis il a baissé son regard dans ma direction, pendant que le nouveau restait de marbre contre le mur en caressant l'extrémité de sa barbe. Les bruits de pas sont revenus de la salle des gardiens, accompagnés de tintements de verre. Le premier à rentrer était celui qui tenait habituellement ma chaise. Celui-ci a installé une petite table près de moi. Puis est arrivé le cogneur qui a posé sur le sol une bouteille d'eau si froide que l'eau avait déjà commencé à se condenser. Il y avait également une assiette avec du pain et de l'agneau. L'agneau était froid aussi, mais je pouvais déjà sentir l'odeur qui s'en dégageait de là où je reposais sur le sol, privé de tout moyen d'agir. Ensuite, les deux hommes se sont dirigés vers un placard et l'ont ouvert. Je les ai entendus prendre quelque chose, mais je ne pouvais rien discerner étant donné ma situation. Ils l'ont fait traîner au sol et ont bricolé je ne sais quoi avec. Puis, ils se sont encore affairés un moment dessus, toujours sans que je puisse distinguer ce qu'ils faisaient. Ensuite, j'ai entendu le bruit de quelque chose paraissant lourd qu'ils avaient fait tomber. Et enfin, ils se sont approchés de l'endroit où j'étais et m'ont soulevé pour me remettre sur la chaise. J'ai relevé la tête et me suis forcé à ouvrir les yeux. En face de moi, me fixant, se trouvait Danny. Son regard est ensuite tombé sur la table à mes côtés, tout comme le mien. J'ai observé le récipient d'eau et l'assiette avec l'agneau et le pain qui étaient si proches que je pouvais presque les savourer. Je savais que c'était pareil pour Danny. Puis, du coin de l'œil, j'ai vu ce que les deux gardes trafiquaient depuis tout à l'heure. Il y avait contre le mur de la pièce un générateur. Un câble le reliait à une grosse machine noire qui possédait un long tuyau d'arrosage, terminé par ce qui ressemblait à un arrosoir. Je fixai du regard tout le système avec stupéfaction. Puis, un des gardes s'est avancé vers le générateur et a branché le câble. La machine s'est activée, vrombissant et laissant couler les premiers jets d'essence. J'ai vu le tuyau qui gigotait depuis la machine noire jusqu'en dehors de la salle, et avec horreur, j'ai réalisé. C'était un Karcher. Le nouveau s'en est approché lentement et a pris l'embout noir du tuyau qui crachait l'eau. Il l'avait dans ses mains lorsqu'il s'est accroupi en me regardant droit dans les yeux. « Imma anta sharab, am yafal » a-t-il annoncé avec un sourire sadique. J'ai jeté un regard inquiet au traducteur qui paraissait lui-même effrayé. Il dit « Soit tu bois, soit c'est lui qui s'y colle ». Il s'est dirigé lentement vers Danny qui était toujours attaché, s'est retourné, m'a observé un instant, avec ce même sourire sadique, tout en approchant l'extrémité du Karcher à quelques centimètres du mollet, à découvert de Danny. Et il a appuyé sur la détente. L'odeur de l'eau chaude et les hurlements stridents ont empli la pièce. Je restais assis en fixant avec horreur la puissance des jets d'eau qui arrachaient petit à petit la chair de sa jambe. Une flaque de bouillie et de sang s'accumulait sous son pied et éclaboussait son autre jambe. Après cette torture qui avait duré environ 5 secondes, ça s'est arrêté. Les cris de Danny résonnaient dans la pièce sans aucun obstacle pour les arrêter, pénétrant au plus profond de mon esprit. Le nouveau a fait un signe de la tête aux gardes. Ils se sont baissés derrière moi et ont coupé les liens qui entravaient mes poignets. J'ai mis mes mains devant moi et me les suis frottées là où la corde avait frotté sur la peau jusqu'à la mettre à vif. Il me fixait avec un large sourire. « Shurb ». Le traducteur s'est tourné vers moi. Il dit « Bois ». J'ai baissé mon regard vers la bouteille d'eau, puis je l'ai regardé de nouveau. Il souriait. J'ai lentement descendu ma main vers l'eau. Il a ensuite crié un truc en arabe qui m'a fait sursauter et par la même occasion a fait reculer ma main. Il dit « Pour chaque gorgée, vous devez répondre à l'une de mes questions ». Je me suis retourné vers le traducteur qui commençait également à sourire.
À ce moment-là, j'ai compris le jeu. « Et si je bois et que je ne réponds pas ?» lui ai-je demandé. Il y a eu un rapide échange en arabe qui s'est ensuivi d'une prompte réponse. « Alors, il le fera », a répondu le traducteur tout en indiquant de la tête Dany, dont ses cris étaient maintenant devenus des gémissements. La tête baissée, il observait ce qui restait de sa jambe. J'ai eu un serrement au ventre et j'ai senti mon torse se raidir comme un serpent enroulé sur lui-même. J'ai regardé l'homme qui tenait le Karcher, le suppliant avec mes yeux de ne pas me faire faire cela. Il m'a fait un sourire en retour, mais son sourire s'est progressivement estompé en un regard noir. Il a pris le bout du Karcher et l'a élevé contre l'une des mains de Dany qui était attachée, et l'a mis de nouveau en marche. En un instant, la pièce a été emplie une nouvelle fois d'humidité, de hurlements et d'odeurs de plaies fraîches. J'ai essayé de réagir, mais les 2 gardes derrière moi m'ont immédiatement remis en place en me retenant par les épaules. Dany se débattait avec acharnement en essayant d'éloigner le haut de son corps de ce supplice. Ses doigts avaient des convulsions et des spasmes, semblables aux pattes d'une araignée blessée. Après ce qui avait semblé durer une éternité, les jets d'eau se sont arrêtés. J'ai vu ce qui restait de sa main, des bouts de chair éparpillés et un os blanc pâle. Dany pleurait maintenant. Son corps ne ressemblait plus à rien. « Chourb !» a crié l'homme. Je commençais à pleurer. « Dany, ils vont te tuer !» lui ai-je déclaré en sanglotant. Il haletait et fut pris de hoquet. Il n'est pas parvenu à dire le moindre mot. Nous étions tous les 2 assis là, ensemble, dans cette pièce en pleurant. À seulement quelques mètres, mais qui semblait représenter des kilomètres. Je ne peux pas supporter ça. Je ne peux tout simplement pas rester assis là alors qu'ils sont en train de le tuer. Le nouveau souriait une fois de plus. Il s'est lentement accroupi pour être à la hauteur de nos yeux, uniquement pour s'imprégner de la situation. Dany a levé sa tête suffisamment haut pour me regarder dans les yeux durant un court instant. Il m'a dit « Fais-le ». Je maintenais mes yeux fermés et pleurais à chaudes larmes. Celles-ci déferlaient sur mon visage. J'ai levé mon bras gauche et ai envoyé un coup violent du revers de ma main sur le dessus de la table, projetant l'assiette et la bouteille en verre contre le mur et le sol où elles se sont brisées en morceaux. Nous étions tous 2 assis en train de pleurer. Il y a eu un cri en arabe, mais je n'ai pas pu le comprendre. J'ai levé mes yeux en adressant un dernier regard à mon meilleur ami. Un des gardes a sorti de sa ceinture une machette luisante. Je n'étais pas certain de l'identité de celui qui avait donné la machette au nouveau. De toute façon, ça n'avait pas d'importance pour moi. Le Karcher s'écrasa bruyamment sur le sol, le nouveau l'ayant jeté avec colère, se saisissant de la machette à 2 mains à la place. Il a continué de me désigner en hurlant en arabe, mais je n'écoutais pas. J'étais plus occupé à profiter de chaque dernier instant que j'avais avec mon ami. Un des gardes s'est approché et a attrapé Dany par les cheveux, en mettant sa tête vers le bas pour qu'il soit penché. Le nouveau ne souriait plus du tout. Il était furieux et me criait dessus en arabe, tout en agitant de haut en bas la machette comme un psychopathe. Il s'est positionné du côté de Dany afin d'avoir un angle idéal. Il s'est retourné en me regardant dans les yeux et a hurlé une nouvelle fois en brandissant la machette au-dessus de sa tête. « Non ! Arrêtez par pitié !» ai-je crié dans cette cellule cauchemardesque et faiblement éclairée. La machette s'est abattue en un éblouissant éclair métallique. Elle a frappé l'arrière du cou de Dany et a tout explosé à cet instant. Oublou! J'ai eu l'impression d'avoir crié avant de me réveiller. Comme toute cette histoire semblait encore réelle, je sentais mon ventre vibrer et gigoter pendant que je me débattais pour m'asseoir. Le vrombissement paresseux du climatiseur a remplacé mon cri, tandis que je restais assis à aspirer l'air froid dans le noir à grandes goulées. J'étais en sueur et haletant. Un frisson m'a parcouru l'échine alors que l'atmosphère étouffante du cauchemar était remplacée par la réalité sèche et froide. La lumière à l'autre bout du lit s'est allumée et les formes dans le noir se sont éclaircies. « Est-ce que tu vas bien ?» m'a demandé timidement Marie. « Tu te débattais. »« Oui, je vais bien. » ai-je soufflé. « C'était seulement un cauchemar. »
Il y a eu un long silence entre nous alors que je m'efforçais toujours de reprendre mon souffle. « C'est encore la captivité ?» a questionné Marie, effrayée. Je me suis laissé retomber sur mon oreiller et mis mes bras au-dessus de ma tête. « Ouais. » Elle s'est rallongée puis s'est blottie contre moi en mettant sa tête sur mon ventre. J'ai baissé un de mes bras transpirants et l'ai placé autour d'elle en lui caressant l'arrière de la tête. Elle a commencé à pleurer calmement. Bon, ça va, je vais bien maintenant, je suis là. » lui ai-je assuré tout en levant ma tête afin de pouvoir la regarder dans les yeux. C'était juste un mauvais rêve. Nous sommes restés allongés durant un court moment en silence. Elle était en train de se calmer. Dans ma tête, je ressassais mon rêve. Qu'est-ce que c'était ce truc qu'il avait dit lorsque mon cauchemar s'est subitement terminé? Oublou? J'avais appris ici et là quelques notions en arabe, mais je ne me souvenais pas d'avoir déjà entendu ce mot, oublou. J'étais en train de me remuer les méninges et la porte de la chambre a alors grincé, s'entr'ouvrant à peine. Ma femme s'est retournée sur son oreiller alors que je m'asseyais et posais les pieds sur le sol. Je me suis difficilement mis dessus et me suis lentement approché de la porte où je me suis accroupi. « Pardon, petit bonhomme, est-ce que je t'ai réveillé ?» Il m'a fait un signe de la tête depuis le couloir, le visage à moitié enfoui dans sa peluche de labrador noir, bien qu'il était sûrement trop vieux pour y être encore attaché. « Je suis désolé de t'avoir réveillé, fiston. Papa a juste fait un mauvais rêve, c'est tout. » Il a fait un autre signe de la tête et a fixé du regard le sol, inquiet et embarrassé. J'ai soupiré. « Dis-moi, pourquoi tu ne viens pas me tenir compagnie ? Je ne veux pas que maman sache que je suis un froussard. Je ne suis pas aussi courageux que toi, tu sais. » ai-je annoncé par la fente de la porte. Ses yeux se sont illuminés. « D'accord, papa, » m'a-t-il dit. J'ai ouvert la porte et il est lentement entré d'un air endormi. J'ai ensuite refermé derrière lui, puis je l'ai porté et l'ai amené au lit en le mettant entre Marie et moi. Elle m'a adressé un sourire au moment où je lui ai donné un oreiller. Puis je me suis retourné pour éteindre la lumière. Dans l'obscurité, mon fils a changé de position et a recouvert ma main par la sienne. « Je t'aime, papa », a-t-il dit d'une voix ensommeillée à travers la fausse fourrure de sa peluche. J'ai souri. « Je t'aime aussi, Danny. » Les téléphones sonnaient, tandis que des gens à moitié éveillés déferlaient de droite à gauche au poste. J'ai ingurgité ma première gorgée de café, fronçant les sourcils au goût du liquide brûlé qui avait perdu son arôme. « Salut Bill, bon boulot pour le café aujourd'hui mon pote !» ai-je dit d'un ton sarcastique en passant devant son bureau. « Merci Jeff !» a-t-il répondu d'un air jovial, ne comprenant pas où je voulais en venir. J'ai posé mon classeur sur mon bureau et bougé ma souris jusqu'à ce que l'écran de mon ordinateur s'allume. Le visage de Thomas Abian me fixait du regard. J'ai bu une grosse gorgée de café et parcouru son dossier une fois de plus. Résident à Stoneham, Massachusetts. C'était un praticien psychologue, et si on en croit sa secrétaire, plutôt cher à consulter. Un jour, il a subitement tout quitté pour des raisons très mystérieuses et est arrivé à Towson, Louisiane, avec une voiture remplie à ras-bord de saloperies, de pilules et de bouteilles d'alcool vide, et a été retrouvé avec un flingue dans la bouche dans la maison hantée du coin. J'ai secoué la tête. Les nouvelles locales vont avoir une sacrée journée bien remplie avec ça. Les fourgonnettes des médias sont déjà en train d'encercler le poste comme des vautours. Je suis seulement satisfait qu'on ait pu réussir à extraire le corps avant que le moindre d'entre eux n'ait eu le temps d'arriver. « Salut, Jeff !» ai-je entendu juste avant qu'un porte-document s'abatte sur le bureau à côté de moi. J'ai levé les yeux. C'était Greg, notre commissaire. « Le rapport d'autopsie de ton cadavre est arrivé », m'a-t-il dit. « Bien, merci, chef », ai-je répondu pendant qu'il partait en sirotant son café. J'aimais bien Greg. C'était quelqu'un de clair et réfléchi, un ancien militaire comme moi. Cependant, je l'admets, il avait plusieurs années d'avance sur moi. J'ai ouvert le rapport d'autopsie et commencé à passer en revue les données. Décès par une blessure fatale causée par le tir d'une arme à feu. Ça ne pouvait pas être plus évident. L'angle du tir révélait que c'était un acte volontaire. La thèse de l'homicide était écartée.
Le dossier se poursuivait de cette manière, toujours sans aucun détail suspect, jusqu'à ce qu'une information précise retienne mon attention. Le corps de la victime présentait des traces notoires de stress cardiovasculaire ainsi que d'une privation de sommeil extrême. Ces symptômes sont également accompagnés de dégâts prématurés à certains endroits du foie, ce qui laisse suggérer une consommation abusive soudaine d'alcool. C'était étrange. Ok, la privation du sommeil peut s'expliquer avec la dralle. Bon sang. Ce gars avait quand même environ 10 ou 15 bouteilles vides uniquement dans sa voiture. La consommation d'alcool. J'aurais pu le deviner parce qu'il avait l'air de s'être envoyé une distillerie entière de gin sur son chemin. Mais soudaine... Je me suis réinstallé sur ma chaise, puis me suis frotté la barbe de 3 jours que j'avais sur le menton. Pourquoi diable un docteur riche et fortuné aurait subitement tout quitté pour consommer abusivement de l'alcool et des pilules et aurait fini son long périple en Louisiane? Ça n'avait aucun sens. Je continuais de me frotter le menton. Puis je me suis penché au-dessus du téléphone de mon bureau. J'ai lancé une recherche sur Google pour avoir les coordonnées des hôtels de la zone, en partant du plus proche de l'ancienne école. Au bout du 4e hôtel, à l'extérieur de Towson, j'ai trouvé ce que je cherchais. Le voyage fut court et agréable. Il n'y avait pas de circulation étant donné l'heure matinale, et j'ai juste réussi à capter la fin de l'émission radio sportive que j'avais l'habitude d'écouter lorsque j'étais en patrouille. J'ai garé ma voiture devant l'entrée de l'hôtel, puis j'y suis entré. L'un des avantages d'être flic, c'est qu'on n'a jamais besoin de se garer trop loin sur les parkings. En franchissant la porte, j'ai ressenti un courant d'air frais climatisé à proximité de la réception. Puis, je me suis approché de la réceptionniste qui avait l'air calme. Elle venait d'envoyer un couple de personnes âgées vers leur chambre avec un employé qui portait leurs bagages. Lorsqu'elle m'a vu venir, elle m'a fait un sourire et ses yeux ont scintillé d'une éclatante teinte bleue. « Bonjour, madame. Officier Jeff Danvers de la police de Towson. Je crois qu'on s'est parlé au téléphone ?»« Oui, officier, » a-t-elle répondu avec un petit sourire séducteur. « On vous attendait. » Elle a pianoté sur son clavier pendant quelques secondes, puis a sorti une carte de chambre du tiroir à côté d'elle. Elle a regardé l'écran, puis a enregistré le numéro du dos de la carte sur son ordinateur. « Et voilà !» a-t-elle dit en laissant glisser la carte sur le comptoir. « Chambre 359 au coin de l'hôtel. » J'ai souri en retour et pris la carte sur le comptoir. J'allais partir lorsque je me suis brusquement arrêté. « 359, c'est une chambre à un angle ?» ai-je demandé. « En effet, officier, c'est exact », m'a-t-elle répondu. Je n'ai pas bougé d'un pouce, tout en réfléchissant pendant quelques secondes. « C'est la chambre la plus proche de la sortie de secours, n'est-ce pas ?» Elle était un peu surprise par la question, comme n'importe qui l'aurait été. « Oui, c'est correct », m'a-t-elle répondu. Intéressant. Alors que j'étais en train de m'éloigner, j'ai entendu sa voix perçante derrière moi. « Officier !» m'a-t-elle lancé. Je me suis retourné et je l'ai vu me fixer fixement. « Est-ce que c'est vrai ? Enfin, est-ce qu'il est... » Elle a mis son doigt sur sa gorge et a fait un geste tranchant. Des images brumeuses de machettes me sont venues en tête. « C'est classifié, mademoiselle. » ai-je répondu dans un ton aussi calme que possible. Puis j'ai pris l'ascenseur. Il y a eu un bruit de sonnette lorsque les portes se sont ouvertes. La moquette ornée de rouge, identique à celle de l'entrée, recouvrait le hall de l'étage. Il y avait 2 panneaux directement opposés devant l'ascenseur. L'un où était inscrit 301-325, avec une flèche pointant vers la gauche, et l'autre 325-360, avec une flèche indiquant la droite. J'ai jeté un rapide coup d'œil dans les 2 directions. Il n'y avait personne dans les environs. J'ai commencé ma longue marche dans le couloir menant à la chambre 359. Ces couloirs me foutaient les jetons. C'est un truc que je ne peux plus nier désormais. Je ne suis pas sûr si ça vient du film Shining quand je regardais avec ma mère lorsque j'étais gamin pendant les vacances d'hiver. Mais si j'étais parieur, je dirais que ça m'a aidé à accentuer cette phobie. Je pense par-dessus tout que c'est la sensation d'avoir seulement une direction où fuir si jamais on est poursuivi qui me fait ça. Un seul choix, aucune autre option possible.
Je suis arrivé devant la chambre 359 en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. J'ai pris une profonde inspiration et glissé la carte dans le mécanisme de la porte et vu la lumière verte s'illuminer, puis j'ai poussé la porte. L'odeur du gin périmé m'a immédiatement empli les narines, comme elle emplissait la pièce. Les rideaux étaient tirés malgré le fait que le lit paraissait parfaitement intact. J'ai allumé la lumière, puis j'ai remarqué que des bouteilles vides de gin traînaient dans la chambre. Parmi elles, il y avait quelques boîtes pour stocker la paperasse. Des dossiers de patients qu'il avait transportés avec lui sur la route. Après avoir haussé les épaules, j'ai inspecté la chambre, enfilant une paire de gants blancs en caoutchouc. Hormis les bouteilles, la chambre était assez bien rangée. Il y avait une petite pile de linge soigneusement pliée à côté de la fenêtre, des clés de voiture de rechange, ainsi qu'une paire de chaussures neuves. J'ai ouvert les stores pour me rendre compte que cette fenêtre donnait directement sur la sortie de secours. Mes soupçons se révélaient donc être justes. Quelqu'un pourchassait ce type. Il avait planifié en avance tout son parcours s'il devait fuir, et eu la présence d'esprit de laisser ce plan en place lorsqu'il a quitté la chambre, au cas où il aurait oublié de le mettre de nouveau en place après un hypothétique retour. On ne peut qu'admirer la préparation. J'imagine que tout l'argent de ses revenus est dû à son brillant esprit. J'ai ouvert la commode en remarquant qu'elle était vide. Il n'y avait rien sur les cintres dans le placard et rien non plus sur la moquette excepté les bouteilles de gin et une boîte de pilules vide. Je me suis avancé au-dessus du bureau pour ouvrir les tiroirs. Il n'y avait rien dans le premier. En tirant le second, j'ai senti quelque chose rouler. Il était rempli de balles de pistolet éparpillées et de pilules. J'ai saisi une des balles. Magnum, gros calibre. Ça correspondait à l'arme utilisée. J'ai rangé la cartouche dans le tiroir et j'ai ouvert celui du haut. Mes yeux se sont écarquillés à la vision de son contenu. Lentement et avec précaution, j'ai saisi le cahier. Je le tenais dans mes mains et l'ai inspecté pendant quelques secondes pour m'assurer qu'il était bien réel. C'était un cahier bleu avec des anneaux et une inscription qui avait été griffonnée à la hâte sur la page de couverture. J'ai entendu le parquet devant la chambre grincer. Je me suis brusquement retourné, voyant que quelque chose se tenait dans le couloir. Lorsque l'excitation de la découverte dans laquelle j'étais s'était estompée, j'ai vu qu'il s'agissait d'un homme. Il portait un pantalon marron avec des chaussures marron reluisantes. Il avait des bretelles au-dessus d'une chemise blanche à col qui s'harmonisait avec ses cheveux et son bouc. Je pouvais voir ses lunettes qui arrivaient à la moitié de son nez sur sa peau marron foncé. C'était un homme noir, beaucoup plus âgé que moi, avec ses pas de doigts bien visibles. Nous nous sommes fait face en nous renvoyant nos regards, droit dans les yeux, puis il a baissé les siens sur ce que je tenais dans mes mains. Je l'ai imité. On pouvait lire sur la couverture « Journal personnel de Thomas Abian ».